Bonsoir à tous. Nous allons parler ce soir de 6 explorateurs algériens. Leur objectif, faire connaître leur nouveau métier, pas très présent en Algérie. Ils reviennent de Paris, une aventure sur laquelle nous allons parler ce soir. Leur objectif, faire développer l'entrepreneuriat digital et la promotion de la jeunesse. Place au débat. Bienvenue à ce nouveau numéro de Place au débat. Nous allons parler donc de ces 6 explorateurs algériens qui ont créé AWE, Algerian World Experience. On leur souhaite d'abord la bienvenue. Bonsoir Agnès Godet, vous êtes Happiness Officer au sein du groupe Intuition. Bonsoir Shamsuddin Bezitouni, vous êtes Head of InHub, toujours au sein du groupe Intuition. Bonsoir. Bonsoir à vous, Sarah Mahchem, vous êtes cofondatrice de Oximus. Vous allez nous expliquer après c'est quoi Oximus. Et bonsoir à vous, Amine Wanès, vous êtes le fondateur de Kyo Conseil. Bonsoir. Alors, avant de commencer, c'est la première question. On a vu une présence très importante sur les réseaux sociaux. 3 lettres AWE, AWE, Algerian World Experience. Qui en a eu l'idée? Vous allez dire c'est tout le monde à la fois. C'est ça? On va commencer par vous, Sarah Mahchem. C'est tout le monde à la fois, par contre on a des rôles et c'est vrai que ça vient du hashtag fédérateur, donc c'est Shems qui devait initialement partir à Paris pour cette expédition et qui nous a réunis autour de l'expérience. Donc oui, on a tous participé, mais je pense que c'est Shems qui a mis en place le projet et qui nous a emmenés en fait avec lui. Est-ce que vous avez constaté un engouement à Algeria World Experience? Avant le voyage de Paris, déjà, l'idée a germé. Il faut rappeler aussi les noms des 2 autres explorateurs qui ne sont malheureusement pas sur le plateau, à savoir Samir Bouazabiya, le fondateur de Batolis, qui est un site de e-commerce, et évidemment Lamia Zemri Khoja, qui est consultante en stratégie et gouvernance. Nous les saluons pour en profiter. Alors, 6 personnes, vous avez choisi le mot explorateur. Pourquoi? Il y a beaucoup de choses à explorer aujourd'hui? Pour revenir à la première partie de votre question, oui, on a senti un engouement parce que initialement, on n'avait pas vraiment de stratégie, on n'avait pas un plan de communication très étudié. Et on a décidé de créer une page Facebook et on s'est rendu compte que les gens adhéraient, que ça intéressait. Donc du coup, là, on est parti sur quelque chose de beaucoup plus structuré. Et voilà comment on a réussi à créer une communauté autour de cette aventure. Comment l'idée a germé? Moi, je dirais que c'est exactement le même processus que pour toutes les startups. Il y a eu un besoin, c'était des besoins individuels. Chacun a ressenti ce besoin de découvrir autre chose, voir comment ça évoluait ailleurs, s'en inspirer, se connecter à des écosystèmes et le partager. On l'a fait, enfin, c'est ça l'ADN startup, c'est le faire sans réfléchir pour autant, prendre le risque. On a fait cette première escale à Paris et en voyant tout l'engouement, tout l'engagement de nos amis, de notre écosystème, on s'est dit, les gars, il faudrait peut-être formaliser et pas formaliser au sens… Partager. Voilà, partager, formaliser et s'organiser pour plus impacter. Alors le mot partager est extrêmement présent, nous en parlerons. Amine Wanès, comment vous êtes-vous retrouvé aussi dans cette aventure à 6? En fait, je pense que c'était à travers un appel de Shems. Amine, est-ce que tu viens à Paris? Vous pensez que c'était pour des vacances? C'est ça? Voilà, exactement. C'était l'idée de départ. Après, rapidement, quand on était tous ensemble, on a commencé à parler en fait, on a déliré un petit peu. Et on a commencé à brainstormer. Déjà, le AWE, c'était un brainstorming de 2-3 minutes sur Messenger. Et on a fait ressortir le Algerian World Experience. Et voilà, et on a tous adhéré et ça a été tellement vite. En fait, oui, si je peux rajouter quelque chose, c'est que Shems avait fait une visite express l'été passé et qui avait visité le coworking de Ruben, qui était notre hôte pendant cette opération. Et il avait partagé avec nous son expérience qui était très courte, hein, c'était un week-end, et ça nous a tous donné envie quelque part. Et individuellement, lors de différentes discussions, c'était moi aussi la prochaine fois, ça serait bien qu'on parte ensemble. Et c'est ça, en fait, c'est comme ça que toute l'aventure et l'expérience est née. Et c'est comme ça que le AWE s'est retrouvé avec voilà, 6 personnes qui sont connectées et qui sont parties découvrir un autre environnement. Et il faut bien expliquer
expliquer aussi que l'objectif de Algeria World Experience, c'est évidemment d'emmener, enfin c'est l'objectif initial, d'emmener des chefs d'entreprise algériens, des Algériens en France ou dans certains pays pour s'inspirer de ces expériences. Est-ce que ça s'est décidé encore ou est-ce que l'idée germe ou est-ce que les préparatifs germent encore? Il faut savoir, c'est-à-dire que j'aime pas parler d'objectifs et de dire voilà, vous me dites, hein, c'est un débat. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que toute l'organisation de Huawei, c'est vraiment faite, j'ai pas envie de dire la dernière minute, mais disons que ça s'est fait spontanément, sans réflexion, sans stratégie. Ça s'est vraiment posé au fur et à mesure. Donc l'objectif aujourd'hui, c'était d'avoir de jeunes entrepreneurs, c'est-à-dire qu'il faut prendre aussi le contexte. Mais pour ce voyage à Paris sur lequel nous allons revenir, vous n'avez emmené personne, c'était vous, c'était l'étape initiale, aller voir d'abord pour préparer, c'est ça? On ne préparait, en fait, l'objectif aujourd'hui, c'est qu'on est dans des métiers qui sont nouveaux, que personne ne connaissait, enfin nos parents n'ont pas forcément exercé ces métiers, et qu'on est arrivé à maturité, saturation, quel que soit chacun dans son domaine. Donc c'est des métiers de happiness, le inbound, le social media, ça n'existait pas il y a à peine 10 ans, 20 ans. Donc du coup, on s'est dit, on a besoin d'un plus, on a besoin de s'oxygéner, on a besoin de s'ouvrir à d'autres écosystèmes, à d'autres environnements. Et pour le coup, on s'est dit, allez, première étape, la France, parce qu'il y avait déjà un pont qui a été créé, et on est parti justement à la découverte de ce premier environnement. Mais il n'y a pas d'objectif, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de se dire, ok, aujourd'hui on est 6, demain on est 12, quel est l'objectif précis avec un business model bien défini? Non, ça reste une expérience, un storytelling et un partage qu'on met en place. On parle toujours d'inspiration. Est-ce que l'inspiration se trouve toujours ailleurs? Pas forcément. L'Algérie est un pays très inspirant, mais comme le disait Sarah, comme on est sur des métiers sur lesquels il n'y a pas d'antécédents, Sarah par exemple qui fait de la communication social media est un précurseur dans ce domaine en Algérie. Donc à un moment, si elle veut accompagner le développement de son entreprise, elle doit voyager, elle doit aller s'inspirer ailleurs. Donc effectivement, la France c'était une opportunité parce qu'on avait tous prévu de partir, parce que c'était facile, parce que c'est pour un projet qui n'était pas particulièrement préparé en amont, c'était la facilité. Après, l'étape suivante, on l'espère, sera sur un autre continent, peut-être en Afrique, peut-être... Par rapport à l'inspiration, j'aimerais dire quelque chose. Tout est dans la définition de ailleurs ou ici. On s'inspire, on est dans le digital. Notre ADN est fait de connexion et d'Internet, on va dire. Ailleurs, c'est ici aussi. Parce qu'on peut s'inspirer. Être présent physiquement en Algérie ne veut pas dire qu'on s'inspire que de l'Algérie. Parce qu'il y a Internet, il y a Google, il y a plein de plateformes qui nous permettent de nous inspirer des autres pays ou des autres lieux. L'idée à travers Huawei, c'est qu'on a connu la limite d'Internet, on a connu la limite de Google. Ce lien humain, ce lien avec le lieu, le rapport avec les personnes et le rapport avec la façon et l'état d'esprit qu'ont ces personnes en appréhendant, en résolvant ce genre de problématiques similaires. Est-ce que vous considérez vraiment qu'on a atteint la limite d'Internet en Algérie? Est-ce qu'il y a d'autres horizons encore à explorer aujourd'hui en Algérie? Amin Wannes? En fait, moi je dirais que c'est pas qu'on a atteint une limite, mais pour moi personnellement, ça serait beaucoup plus une humanisation de ce savoir, de cette expérience. Au lieu de chercher sur Internet une expérience, de chercher qu'est-ce qui se fait ailleurs, on a voulu visiter ces lieux et voir réellement comment ça se passe dans la vraie vie, comment ils évoluent, comment ils innovent. Parce qu'aujourd'hui, réellement, on est un petit peu en retard par rapport à ce qui se fait dans le monde. Et nous, ce retard, on veut accélérer un petit peu pour arriver à se mettre à niveau. Voilà. C'est une façon de parler quand on dit qu'on est arrivé aux limites de l'Internet. Donc c'est une façon de dire qu'on a envie en fait de toucher quelque part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être face à une fenêtre, face à un écran, perd un peu ce que disait Amin de l'humanité et on avait envie de toucher ces personnes. Nous voyons en même temps les images de votre escapade parisienne avec notamment Ruben Grève que nous saluons, donc il vous a reçu dans son espace à Paris. Ruben Grève qui vient très souvent en Algérie, qui était présent notamment à Algeria 2.0. À Sistas également. Ouais. Et il vous a beaucoup aidé, vous trouvez sur place les moyens de développer votre activité en Algérie?
#hôte. C'était son rôle principal en fait. Donc il est connecté lui à tous les acteurs à Paris et c'est lui qui nous a permis justement d'aller à School Lab, d'aller visiter le NUMA, d'avoir en exclusivité Station F, d'avoir... Qui est le plus grand campus start-up au monde et qui va ouvrir le 1er juillet. Et qui va inspirer quelques-uns d'entre vous peut-être pour l'Algérie, qui sait? Pourquoi pas. Et voilà, donc vraiment toute l'organisation s'est faite. Il faut savoir que lui aussi a pris part au projet, on va dire une semaine, 10 jours avant. On sait que les Parisiens sont plutôt organisés, tout est bien planifié. Donc vraiment, il a fait en sorte d'avoir un planning plutôt serré parce qu'on n'avait que 2 jours, on n'est pas parti très longtemps. Donc sur ces 2 jours, on a eu un maximum de visibilité sur des lieux, sur des personnes. On a beaucoup discuté, on le voit d'ailleurs sur les photos et les vidéos. On a rencontré des personnes, on a pris le temps aussi de partager le côté humain. C'est pas juste venir dans un lieu et dire ah c'est joli, c'est beau, ils ont des process, ok ils accrochent des tableaux au mur, c'est aussi discuter et partager avec ces personnes. D'ailleurs Amine a échangé avec, j'ai envie de dire, son agence référente. Voilà, donc je te laisse. Voilà, c'est une agence favorite à Paris qui est 1 minute 30. C'est une agence qui fait de l'inbound marketing et réellement je me suis vraiment inspiré d'eux avant de me lancer dans l'inbound marketing en Algérie. Et je pense que cette expérience, en fait, j'étais super content. Même les Awinas, c'est nous, c'est les 6. En fait, ils ont senti que j'étais vraiment au max, j'étais vraiment content. Et voilà. Pour parler d'inspiration aussi, parce que l'inspiration, c'est dans les 2 sens. On a parlé de Ruben Grave, qui est un partenaire et un ami aussi. Il nous a effectivement reçu, mais c'est venu d'une inspiration aussi. Ruben, il faut savoir que ça fait 2 ans qu'il fait des allers-retours entre Paris et Alger, et lui, pendant 10 ans maintenant qu'il est dans le phénomène coworking et création d'espaces de créativité, il a toujours fait le focus sur son lieu, comment mettre un processus, le pragmatisme pur et simple. En faisant ces allers-retours entre Paris et Alger, il a vu qu'il y avait d'autres besoins qui étaient ressentis ici localement en Algérie, mais qui pouvaient être scalables, qui pouvaient être implémentés aussi à Paris. Ben, il est rentré, il a refait tout son business model, et aujourd'hui il arrive à négocier avec de grandes marques, le groupe Accor, l'entreprise, enfin les supermarchés Auchan, et il va faire une prestation qu'il n'aurait jamais cru faire il y a 2 ans. Quand vous regardez l'expérience de Ruben, est-ce que vous constatez, c'est une question posée à tout le monde, est-ce que vous constatez que vos métiers ne sont pas encore assez intégrés dans l'économie algérienne comme c'est le cas en France? C'est clair que la réponse est oui, mais je voudrais savoir, est-ce que c'est facile pour vous déjà de faire connaître ces métiers nouveaux et est-ce que c'est facile pour vous de collaborer, de travailler avec les opérateurs installés ici en Algérie? La réponse est oui et non. Pourquoi non? Parce que la deuxième partie de la question, c'était n'est pas assez intégré comme en France. Même en France, c'est pas assez intégré. On a remarqué que tous ces nouveaux métiers, c'était toujours le sujet de débat en France. Les acteurs se cherchaient. Ils cherchent à intégrer réellement ça dans la vie économique de tous les jours. Ça ne se passe pas comme aux États-Unis. La France, c'est un écosystème qui, contrairement à ce qu'on croit, se rapproche beaucoup de l'état des lieux ici actuellement et nous découvrons pratiquement à la même vitesse la chose. C'est pour ça que ça nous a beaucoup inspiré. C'est juste que les acteurs, je parle des acteurs privés, des acteurs des électrons libres parisiens, ils font face aux mêmes problématiques. Agnès Godet? Non, en fait, ce que je voulais rajouter, c'est qu'on est sur des métiers qui évoluent très vite. On voit, enfin tous les métiers du digital, on le voit avec la rapidité avec laquelle les gens en Algérie ont pris en main Internet et le nombre d'utilisateurs aujourd'hui versus il y a 5 ans. C'est un peu la même chose en France, c'est-à-dire que les espaces de coworking, les espaces innovants ont explosé ces 2 dernières années. Donc en fait, si vous voulez, on n'a pas tant de retard que ça en Algérie, mais c'est maintenant que ça va se faire en fait. L'intégration, facile, pas facile? Moi, c'est simple parce qu'en même temps, je suis dans le social media, donc tout le monde connaît Facebook. Il y a aujourd'hui 19 millions d'utilisateurs. Donc, c'est un peu plus simple pour moi. Donc, après, le plus compliqué, c'est de professionnaliser le métier, on va dire. Même si je sens vraiment un intérêt un engouement beaucoup plus important et des clients qui veulent aujourd'hui standardiser et professionnaliser. Ben, par contre, l'exemple que je vais donner, c'est plutôt le métier de Agnès. J'ai découvert le Happiness Manager il y a 8 mois. Et Agnès qui va nous expliquer son rôle de métier plus tard. Exactement. Voilà. Et
j'ai découvert ce métier il y a 8 mois via Internet, via Google, donc où dans beaucoup de coworking, de start-up et d'agences, on met en place des happiness managers. 2 mois après, je rencontre Agnès qui est la première happiness manager en Algérie. Donc le décalage est de quoi? De 3 mois, 6 mois, 1 an maximum. Donc on n'est pas si loin, il faut juste la volonté. Agnès, c'est quoi Happiness Manager? C'est manager du bonheur. Il existe aux Émirats un ministère du bonheur maintenant. Est-ce que vous êtes un peu la ministre du bonheur ici chez nous? J'espère l'être bientôt. C'est quoi Happiness Officer? Alors si on traduit littéralement Manager of Happiness, et donc responsable du bonheur, on part du principe que lorsque les collaborateurs, les personnes en général sont heureuses, elles sont plus performantes et le bonheur a aussi un impact sur le comportement des gens. Quand je parle d'impact sur le comportement, ça veut dire que ça favorise l'envie d'aider les autres, l'altruisme. Ça a des conséquences positives sur l'assiduité, donc les gens sont plus ponctuels, le taux d'absentéisme baisse et ça a donc des répercussions sur les performances des entreprises. Donc le rôle de Happiness Manager, c'est faire en sorte que les collaborateurs, donc les clients internes, sont heureux en mettant en place un cercle de communication vertueuse, en donnant des feedbacks régulièrement, en s'assurant la montée en compétences des collaborateurs, en établissant des parcours de formation, etc. Donc voilà pour la partie collaborateur. Et ensuite, Manager of Happiness, c'est aussi s'assurer du bonheur des clients. Et ça, chez nous, ça veut dire mettre en place des espaces de vie innovants, beaux, où les gens, en plus de venir, où les gens vont venir pour se former, mais ils vont revenir pour boire un café, échanger avec d'autres personnes, peut-être emprunter des livres dans la langue qu'ils sont venus étudier, etc. Et en animant notre communauté d'élèves actuels, de futurs élèves et d'anciens élèves. Et est-ce que vos clients sont heureux? Oui, je l'espère, mais en fait, on est au début de l'aventure, donc sur la partie espace de vie innovant et créatif, c'est quelque chose qu'on va mettre en place, qu'on va déployer très bientôt. On a déjà tout le processus en tête et ce voyage à Paris d'ailleurs a été très inspirant. Ça nous a vraiment donné une idée de comment structurer les lieux et ce qui marchait et ce qu'on pouvait appliquer ici en Algérie. Mais oui, on va tout faire pour développer le happiness de nos clients. Alors, le voyage à Paris, c'était votre première étape. Vous avez passé quelques jours, vous avez rencontré chacun dans son domaine des opérateurs qui sont un peu vos vis-à-vis en France. Quelle sera maintenant la prochaine étape? Est-ce qu'il faut encore un deuxième voyage, disons, de préparation, ou bien vous allez entrer dans le vif du sujet et envoyer des gens pour se faire former là-bas ou pour regarder, voir de près l'expérience française, notamment? On ne spoil pas, hein. Non, quelques extraits. On n'a pas de réponse en fait précise à cette question parce que on vient de revenir, on digère, on est en plein learning. Qu'est-ce qui est prévu? Oui, on aimerait vraiment continuer. C'est-à-dire que l'expérience là, ce qu'on vient de vivre, on ne veut pas que ça s'arrête aujourd'hui. On a des pistes. Shams pourra en parler plus dans le détail, mais on n'a pas encore. C'est-à-dire que je peux pas dire demain voilà c'est le Portugal ou c'est Séoul ou c'est les États-Unis. Donc il n'y a pas de plan défini. Ce qui est sûr, c'est que Away est notre source d'inspiration aujourd'hui. Au final, on est là pour partager, pour se connecter et on veut continuer parce que ça a bien commencé. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Mais je te laisse, nous, tu veux rajouter quelque chose? Oui, moi je pense que je dirais que ça ne va pas s'arrêter là. Ça, c'est ça. Voilà, exactement. Et, parti pour la vie. Ouais. Et en fait, par contre, on doit vraiment débriefer par rapport à ce qui s'est passé à Paris. Surtout la partie où j'ai apprécié qu'on a inspiré la diaspora algérienne à investir en Algérie. En fait, moi particulièrement, j'ai eu des petites rencontres avec des jeunes Algériens qui vivent à Paris et qui veulent investir en Algérie, qui veulent ramener leur expertise. Et ça, je pense que c'est super important pour Away. Voilà, parce qu'il y a en fait l'échange est sur un double sens. C'est vrai que nous on s'inspire, mais aussi on inspire la diaspora algérienne à venir en Algérie et partager ce qu'ils savent déjà et ce qu'ils ont acquis ailleurs. Voilà. Est-ce que c'est un objectif important, cibler les Algériens de France? C'était vraiment pour rebondir sur ce que disait Amine, c'était une surprise, on ne s'attendait pas à ça. On a participé à un talk organisé chez Ruben, par Ruben chez Be Coworking, dans ces espaces de coworking. Et nous, on s'attendait à rencontrer, à parler à
à des personnes qui veulent investir en Algérie, à des Français ou à des personnes qui étaient juste curieux de savoir ce qu'on avait à dire et de découvrir l'écosystème algérien. C'était beaucoup plus que ça. Et en fait, on ne s'attendait pas du tout à rencontrer des jeunes Algériens de France qui nous disaient « mais moi, ça fait des années que j'essaye, que j'y arrive pas, j'ai pas les clés, je sais pas par où commencer ». Des gens qui nous ont dit en fait, on ne s'attendait pas à rencontrer des jeunes qui réussissent dans des métiers nouveaux. Et on ne s'attendait vraiment pas à ce genre d'échange. Et effectivement, c'était pas un objectif, mais ça peut le devenir. Les Algériens de France sont très imprégnés dans ce domaine? Oui, beaucoup. Moi, j'aimerais revenir sur l'objectif d'emmener des gens, de ramener des gens. En fait, ceci n'a jamais été, parce qu'il n'y a pas d'objectif clairement précis, mais je pense que ce ne sera pas l'objectif principal. Parce que l'idée, c'est pas de créer une agence de voyage, c'est pas de créer une association, c'est pas on veut sortir de ce cadre, on veut réfléchir hors cadre concept actuel. L'idée, c'est de s'inspirer et de partager. Donc c'est de créer un canal, c'est de créer des ponts, c'est de permettre cette communication. Le fait d'avoir rencontré ces Algériens qui sont basés à Paris, qui sont partis pour faire des études et qui se sont retrouvés à travailler là-bas et qui viennent nous dire écoutez, j'ai des idées de start-up. Moi, personnellement, j'ai eu à parler à 2 personnes qui m'ont dit j'ai une idée de start-up et je ne veux pas la créer à Paris, je veux la créer à Alger. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des start-up? Je pense que c'est ça l'objectif. Vous êtes quasiment tous des chefs d'entreprise autour de cette table. On parle souvent des nouveaux métiers en Algérie. D'ailleurs, c'est le thème de cette émission, l'exploration, la promotion des nouveaux métiers. Une question un peu générale, est-ce que les nouveaux métiers ont un avenir en Algérie? Est-ce que les nouveaux métiers servent aujourd'hui l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a beaucoup d'emplois dans ce domaine? Amine Ouanès, on commence par vous. Oui, je dirais oui. Parce que en fait, si je raconte un petit peu mon histoire, je suis entrepreneur sur plusieurs domaines. Et je ne vous cache pas que ce soit la formation et le conseil ou bien le transport routier de marchandises, j'ai lancé ça à travers une communication digitale. Alors, en fait, tous les secteurs sur lesquels je suis sont basés sur une communication en ligne. Alors, sont basés sur un vis-à-vis digital. Alors, je pense qu'il y a énormément d'avenir par rapport au digital en Algérie. C'est vrai que les acteurs actuels commence à prendre conscience. Sarah a déjà travaillé énormément par rapport à ça. Et nous aussi, on essaye d'initier le marché algérien à voir ce facteur clé comme en fait un outil pour se développer et voilà. Évoluer rapidement. L'avenir des nouveaux métiers en Algérie, Sarah Mahchoum? Moi, je pense que la question ne se pose même pas. On ne parle pas d'avenir, on parle de présent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'active pas, si on ne se développe pas, on ne pourra pas atteindre certains standards et évoluer en tant que pays. On ne parle pas juste des entrepreneurs. Après, aujourd'hui, s'il y a des lacunes, s'il y a des freins qui sont sur des générations hautes, parce que c'est vraiment des nouveaux métiers qu'on ne connaît pas, il y a cette génération, parce que je vais dire, on n'est même pas jeunes, nous, on a dépassé la trentaine, sauf certains. Mais je me considère plus comme jeunes. Les jeunes, c'est ceux qui arrivent aujourd'hui, qui sont à l'université, qui sortent diplômés, et eux, ils vont pas poser la question comme on l'a fait, ils vont pas discuter. Et justement, pour ces jeunes qui viennent sur le marché de l'emploi, est-ce qu'ils ont beaucoup plus de chances qu'avant? Est-ce qu'ils ont des capacités aujourd'hui à intégrer ces nouveaux métiers, ou est-ce que ça reste difficile? C'est ça la question. Ça ne reste pas difficile du moment qu'on est tous en train quelque part de créer le métier. Le social media n'existait pas. Je ne suis pas en train de dire que j'ai créé le métier, ça serait prétentieux, mais on est tous en train quelque part de créer des métiers. Et cette génération, si elle ne trouve pas son job, est là pour créer aussi des métiers. Les métiers qui vont exister dans 20 ans n'existent pas aujourd'hui. Donc cette génération, si elle a de la volonté, mais si elle a de la volonté, parce qu'elle a de la volonté, elle a l'ambition de réussir, de rester en Algérie, de construire cette Algérie. Donc oui, peut-être que je suis peut-être très optimiste, mais j'y crois sincèrement. C'est un très beau discours politique. Et vous qui ne vouliez pas parler de politique, c'est une évolution naturelle. Je rejoins Sarah quand elle dit que la question ne se pose même pas, parce que aujourd'hui les nouveaux métiers s'imposent. L'économie, elle va vers ce sens. Et ce qui est bien, la qualité qu'apporte cette nouveauté, c'est que ces nouveaux métiers apportent avec eux l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est des nouveaux métiers qui ne peuvent pas être pensés dans une entreprise qui existe déjà. On ne peut pas intégrer un poste et trouver le poste vacant à Manager of Happiness. Donc il faut vraiment avoir l'approche
entrepreneurial dans son ADN. Être entrepreneur aujourd'hui, ça ne veut pas dire créer une entreprise, avoir un registre de commerce et avoir un client. Être entrepreneur aujourd'hui, c'est vouloir défendre un métier, c'est vouloir l'installer, le plugger à cette économie et en faire un métier. Donc on peut le faire à travers une entreprise qu'on crée, on peut le faire à travers une entreprise qu'on intègre et on sensibilise le CIO à ça. En fait, c'est ça l'entrepreneuriat aujourd'hui. Donc, nouveau métier plus entrepreneuriat, oui, égale obligation. Mais on est challengé, c'est-à-dire que je le vois juste aujourd'hui avec mes collaborateurs qui ont 20, 25 ans, alors que je suis dans un métier plutôt jeune, nouveau et un métier de jeune, je suis considérée comme jeune aussi, je suis challengée au quotidien, même moi par mes collaborateurs. Donc, je pense que cette génération qui va arriver va challenger la génération qui est là, qui est bien installée. Donc, l'évolution, elle va se faire... Et en termes d'emploi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'en termes d'emploi, on recrute de plus en plus sur les nouveaux métiers ou ça reste encore des recrutements très limités par rapport évidemment aux métiers traditionnels? En termes d'emploi, Nous sommes en campagne électorale, l'emploi c'est très important. Tu as des chiffres, moi je les ai pas. Pour une petite entreprise, moi je dirais qu'en 2 ans, en 2-3 ans, je suis passé de 3 collaborateurs à 12. De 3 collaborateurs à 12 collaborateurs. Alors je dirais bien que oui, ça recrute. C'est vrai qu'on est en train de faire un travail même avec le groupe Intuition par rapport à former les gens à ces nouveaux métiers. On a organisé récemment un séminaire sur le marketing digital et ça c'est pour sensibiliser non seulement les clients et les gens à être formés dans ces nouveaux métiers pour trouver des facilités. On connaît aussi le phénomène de l'ubérisation. L'ubérisation de l'économie, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, tous les pays du monde, toutes les économies mondiales connaissent cette transformation. Les métiers baissent, l'emploi baisse. Les postes en entreprise sont en train de baisser. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, ces entreprises-là qui produisaient et qui offraient de l'emploi, le font à travers des sous-traitants. Ces sous-traitants, c'est des startups. C'est pour ça qu'aujourd'hui, de grandes entreprises sont en train de faire la promotion de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, même en Algérie, ça commence à se faire. On va trouver un opérateur télécom ou un industriel qui va créer un concours de start-up, mettre de l'argent, donner des prix à des start-up. Ce n'est pas vraiment du bénévolat, ce n'est pas de l'associatif sociétal. C'est vraiment dans une perspective d'évolution, de créer ces sous-traitants, ces écosystèmes sous-jacents qui vont faire que, en fait, aujourd'hui, la chaîne de valeur se repense. On ne crée plus en interne, on crée en externe. Intuition met en avant les nouveaux métiers? Il y a beaucoup de nouveaux métiers, à part bien sûr de l'enseignement des langues, évidemment. Déjà, je pense qu'en créant ce poste de Manager of Happiness, Intuition montre la voie dans un premier temps. Dans un deuxième temps, en voulant développer des espaces innovants, connectés, etc. Après, pour parler du potentiel de recrutement, on voit le nombre d'agences de communication se multiplier et je pense qu'effectivement c'est très porteur et que ce sont véritablement des métiers d'avenir et d'ailleurs des filières universitaires se développent sur ces métiers-là. À ce sujet, pour rebondir à ce que vous dites, Agnès Godet, et ce qu'a dit Amine Ouanes, que pensez-vous aujourd'hui de la formation dans les universités? Est-ce que les universités algériennes forment bien? Moi, je suis journaliste, je reconnais que dans l'université algérienne ne forme pas bien en journalisme, même si je n'ai pas fait journalisme. Mais pour les nouveaux métiers, est-ce que ça forme bien ou est-ce que c'est surtout les formations après l'université et le travail surtout qui va développer cette fibre de nouveaux métiers chez les jeunes? Pour les jeunes, moi je dirais qu'ils sont déjà préformés pour les nouveaux métiers. Comment? Parce qu'on utilise toujours, en fait, tout le monde utilise Facebook. Pour vous, c'est déjà une préformation? Bien sûr, bien sûr. Tout le monde s'adapte, exactement. C'est natif, tout le monde s'adapte aux nouveaux métiers. Et on remarque toujours, par exemple, si on parle des sites de e-commerce, les jeunes commencent à s'imprégner et se dire que oui, je peux acheter sur Internet, oui, c'est une publicité en ligne, oui, Facebook et les entreprises sont présentes sur Facebook et si je veux faire la même chose, je dois m'imprégner et c'est là où on trouve énormément de formations en ligne. Il suffit juste de chercher et voilà. La formation
primordial aujourd'hui? Oui, de toute façon, par contre, je ne saurais pas dire si ce qu'on fait à l'université aujourd'hui, je ne sais pas. J'ai quitté l'université il y a longtemps. Par contre, pour être en contact avec les étudiants, je vois qu'il y a une autre dynamique qui s'est installée au niveau des universités, où les étudiants sont beaucoup plus rassemblés, plus ensemble, ce qu'on n'avait pas nous forcément à notre époque. Il y a des clubs et je les vois, il y a beaucoup d'échanges qui se font aussi entre l'Algérie et d'autres pays, entre eux également. Donc oui, ils sont intéressés, ils sont plus ouverts, ils sont là. Ensuite, moi je pense qu'il y a aussi un travail qui doit se faire au niveau des entreprises qui, elles, parce qu'aujourd'hui l'université, il y a un programme qui n'est pas forcément adapté, je suppose aussi, parce que je n'ai pas eu à le lire, mais je suppose qu'il n'a pas été forcément adapté aux nouveaux métiers, parce que c'est un travail qui doit se faire rapidement, sachant qu'on a des métiers qui évoluent tous les jours. Mais par contre, c'est aux entreprises de s'ouvrir pour accueillir justement, non pas à la fin des licences et des diplômes, mais tout au long du cursus, s'ouvrir aux universités pour les accueillir et échanger avec eux pour découvrir le métier, justement. Et l'échange sera double, en fait. C'est l'entreprise qui va apprendre de cette nouvelle jeunesse et l'étudiant qui va apprendre tout ce qui est process, comment travailler en entreprise, etc. Il y a aussi un ressenti. Par exemple, nous, chez Q, on a plus de 7 stagiaires dans la partie marketing digital. En fait, juste cette dernière année, on a senti qu'il y a vraiment un engouement par rapport à ça. On reçoit énormément de demandes de stage de plusieurs écoles, même ceux qui n'ont rien à voir avec les nouveaux métiers, mais les gens veulent, les jeunes Algériens, les jeunes étudiants veulent en fait y aller sur les nouveaux métiers parce qu'ils savent très bien que demain, il y aura plus de postes de travail dans une entreprise qui est sur les nouveaux métiers que dans l'industriel. On parle des nouveaux métiers, est-ce que la langue est une barrière? Pour moi, oui. Pour moi aussi, oui, parce que je maîtrise moins l'anglais. Pour vous, les nouveaux métiers, c'est automatiquement l'anglais. Est-ce qu'il y a une place pour la langue arabe dans les nouveaux métiers? Je pose une question comme ça. À l'international, je peux répondre si vous voulez. Je pense que la langue, c'est l'indicateur de production. Si aujourd'hui on commence à produire du contenu, du contenu en arabe, ça va être beaucoup plus facile pour la génération qui va venir, qui va trouver du contenu, qui pourra exercer ce métier et l'apprendre surtout dans sa langue. On pourrait dire qu'il y a un site déjà qui existe, qui a un contenu qui parle des nouveaux métiers et qui est exclusivement en arabe. Et en fait, son audience est vraiment les gens qui parlent qu'arabe, qui disent qu'arabe. Et c'est génial parce qu'il a une cible. Et demain, il pourra vraiment évoluer très rapidement. Voilà. La langue arabe, en fait, si je reprends le social media, les réseaux sociaux, la langue arabe n'est pas prédominante, mais elle a gagné du terrain. Je me rappelle, il y a 3 ans, sur le dispatching français-arabe, on était sur du français 70% et 30% de l'arabe. Aujourd'hui, la tendance est en train de changer. Donc oui, en local, on est plus arabophone, enfin, je vais plus dire algérien, c'est du dialecte, que de l'arabe classique, que francophone. Par contre, pour s'ouvrir au monde, aujourd'hui, tous les ouvrages, tous les articles, toutes les analyses, toute l'actu, les dernières actus sont en anglais, effectivement. Personnellement, je le subis, je le vis plus, je le subis, où il y a des événements comme, je sais pas, le Web Summit ou autre slush, voilà, où j'aimerais beaucoup participer, mais je me dis, voilà, tu vas arriver, tu vas dire quoi, à part bonjour en anglais, très vite la discussion peut s'arrêter là. Donc oui, pour s'ouvrir au monde, c'est l'anglais. Le contenu et l'algérien sont prédominants en Algérie, ça, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Mais est-ce que vous considérez quand même que dans ce domaine, il y a une prédominance du français sur l'anglais? Ça, c'est incontestable. Non. Non? Je suis pas même en Algérie? Non, moi je vais parler plus des étudiants encore une fois. Non, les étudiants, oui. Ils sont tous anglophones. Absolument. Pour la plupart aujourd'hui. Exactement. Après, nous, peut-être parce qu'il y a un rejet du français, non? Aucune idée. Mais ou peut-être qu'ils ont pris conscience que l'anglais était la langue universelle aussi. Oui. Et aussi l'information, par rapport à l'information, on trouve une information beaucoup plus pertinente en anglais qu'en français. Et rapide. Voilà. Écoutez, on va revenir à notre expérience à Paris. On a rencontré beaucoup plus d'anglophones, de français anglophones que de français francophones. Ils font le pitch de leurs activités, des startups qui pitchaient leurs solutions. Ils le faisaient en 50-50. C'était commencer par la présentation en français. Après, dès que ça devenait technique, dès qu'il y avait une solution, c'était de l'anglais qui revenait naturellement. Et on ne ressentait même pas ça. On ne le ressentait même pas parce que c'est des choses que nous-mêmes, nous vivons ici. C'est du jargon. C'est vrai que le jargon devient anglophone. Mais c'est l'anglais. Je pense que le français, là, c'est les résidus. On est la dernière génération francophone. La prochaine, pour moi, elle est anglophone.
Mais l'arabe gagne donc du terrain. L'arabe, après quel arabe? C'est ça la question. Est-ce qu'on parle d'un arabe classique ou on parle d'un arabe dialectal? Donc algérien, oui. En fait, oui, sur les réseaux sociaux, je pense que ça gagne un petit peu de terrain. Pour moi, c'est devenu... Puisque la pénétration d'Internet sur le territoire algérien est vraiment très intéressante et elle évolue rapidement. Et là, on touche vraiment à l'intérieur du pays où on sait qu'ils sont beaucoup plus sur de l'arabe que et même le centre, j'irai plus loin, quand là, toutes les nouvelles communautés qu'on crée pour les nouvelles marques récemment, c'est-à-dire sur les 6 derniers mois, en comparatif à ce qu'on faisait il y a 2 ans, les nouvelles communautés qui se créent sont automatiquement arabophones. Donc les commentaires sont en arabe, ou écrits, même si c'est écrit en lettres latines, les messages sont en arabe, on nous demande ce que les statuts soient en arabe, donc vraiment, on est dans de l'arabe. On sent qu'il y a réellement 25 millions de connectés en Algérie. Pour qu'on puisse se comprendre aussi. Le mot partagé, share, qui fait fureur dans les pays anglo-saxons, revient énormément aujourd'hui dans ce domaine digital, des réseaux sociaux, du social media. Il revient beaucoup dans votre discours. Est-ce que vous êtes vraiment en train de partager? Est-ce que vous vous rendez compte que vous partagez? Ou est-ce que ça reste encore un objectif qui n'est pas encore atteint? En fait, c'est un objectif, mais surtout un moyen. Dès qu'on est dans le digital, on est dans une nouvelle économie. Cette économie a une tendance certaine, c'est le collaboratif, c'est le collectif et l'intelligence territoriale. Donc, on ne peut pas être efficace dans son domaine sans partager. Le partage, ce n'est pas dans le sens de l'information, mais dans celui de la communication. On partage, on attend le feedback. Facebook ne l'a pas créé, ne l'a pas inventé, il l'a juste utilisé. D'autres réseaux sociaux le font aussi. Donc on estime que le mot share, la valeur share, parce que nous en avons fait une valeur, c'est un outil pour nous, un objectif, pas une finalité. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que partager va vous aider à faire avancer votre action, vos activités? Alors l'objectif, c'est pas de faire avant. On partage pas pour gagner quelque chose. Ouais. Voilà, c'est pas parce que donc l'objectif aujourd'hui du partage, c'est juste que on vit notre expérience et on aimerait que les autres la vivent avec nous aussi. C'est vraiment dans cet esprit de partage, c'est possible pour nous. Peut-être qu'on va aussi vous inspirer, on va peut-être aussi vous mettre en relation. On ne sait pas ce qui peut arriver de ces partages, mais l'idée vraiment, c'est de s'ouvrir et de dire, on est en train de vivre des choses, on va les vivre ensemble. Et en même temps, on le fait tous instinctivement depuis les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on est tous en train, là, avant d'arriver, on a tous partagé la photo du plateau. Et partager aussi peut aider à partager plus. Donc le partage crée le partage. Sur les commentaires, sur les différents lives qu'on a pu faire sur la page Facebook, on avait plein d'Algériens ou pas Algériens qui mettaient des commentaires en disant Londres vous attend, quand est-ce que vous comptez venir à Lille, Vienne aussi aimerait recevoir Awe. Donc je pense que sans le partage, il n'y aurait pas eu ce partage. Et à travers le partage, je pense que c'est la communauté de Awe qui va en décider de l'avenir de Awe. Donc vous partagez tout. Et le partage, on est là, c'est comme ça que vous nous avez vus, non? En attendant que vous partagiez. Est-ce qu'on a bien partagé ou pas? On ne sait pas si vous avez partagé les bénéfices, ça, le temps nous le dira. On passe à la deuxième partie de Place au débat. Alors, les élections législatives, c'est le 4 mai prochain. Nous voulions parler de ces élections, de l'engagement politique de manière générale avec des jeunes. On s'est dit, puisque vous êtes déjà là, sur ce plateau, et puisque vous êtes tous jeunes, alors c'est avec vous qu'on va en parler. Alors, plus jeunes. Voilà. Alors, avant de commencer le petit débat de la deuxième partie, parce que nous n'aurons pas beaucoup de temps, Esma Laïd est allée à votre rencontre dans la rue pour vous poser cette question. Pourquoi ce désintérêt des jeunes pour la politique? Je ne crois pas à la politique, je m'en fous de la politique. Pourquoi? Je ne suis pas convaincue. On n'y croit pas à la politique en Algérie. Bon, il ne croit pas à la politique dans ce sens-là. Il croit à quoi exactement? Il faut qu'il croie à quelque chose. Oui, je crois à la politique. Les jeunes, maintenant, ils croient à rien. Mon jugement, c'est que nous avons un pouvoir qui a tout fait pour que le peuple se désintéresse de la politique. De voter ou non, c'est la même chose. Tout le monde qui se dit à quoi ça sert d'aller voter. Bon, ce n'est ni un jeune ni un vieux. Je ne suis plus jeune depuis très longtemps.
je doute de l'utilité de ces élections. L'école, il y a des organisations de jeunesse qui prennent ça en charge à partir du scout, l'UNG, ou la trotskiste, ou n'importe quoi. Mais maintenant, il n'y a plus de parti. Voilà, donc comme vous venez de le voir, ce sont des avis partagés sur les jeunes et la politique. Oui, on va le voir plus tard. Alors, première question, ça c'est la magie du montage et de la post-production après. On va commencer par vous, Shamsuddin Mezitouni. Est-ce que vous allez voter le 4 mai prochain? Oui. Oui. Comme je l'ai toujours fait depuis que j'ai l'âge. J'ai voté au début parce que mes parents le faisaient. Ils ne m'ont pas obligé, je voulais juste avoir l'encre sur le doigt. Enfin, l'encre c'est récent aussi. Hein, donc, ouais. Enfin, l'encre du... C'est récent, je suis jeune. Il est jeune aussi, c'est le plus jeune du groupe. Je voulais avoir l'encre sur le doigt. Après, j'ai bien aimé je sais pas, ça a créé un sentiment en moi que je ne pourrais pas expliquer même aujourd'hui. Le fait de déposer cette feuille dans l'urne, j'avais l'impression de décider. Et du coup, je le fais. Je ne sais pas si j'arrive à décider réellement, mais je le fais juste pour ce sentiment singulier et individuel. Vous pouvez ne pas répondre, Agnès Godet, vous votez le 4 mai? Oui, je vote. Ça a été, je suis en Algérie depuis maintenant 1 an et demi et ça a été quelque chose de... C'était évident pour moi en arrivant de faire les démarches pour être inscrite sur les listes électorales de ma commune. Je me souviens... l'année de mes 18 ans, c'était une année d'élection présidentielle en France, mais comme j'ai eu 18 ans après le 31 décembre, j'ai pas pu voter et ça a été une grande frustration. Et après, j'ai été assez assidue sur toutes les élections et locales et nationales, donc c'est aussi quelque chose que j'ai voulu reproduire dans ma vie ici. Amine Ouanez, vous votez? En fait, je vais pas mentir, je votais pas avant. Ouais. Je pense que cette année, peut-être que je vais faire un effort et voter. Exactement, parce qu'il y a déjà la campagne. Partager votre voix, oui. Voilà, on veut partager. Je veux bien partager ma voix. Voilà. Salam Hachem, est-ce que vous allez voter le 4 mai prochain? Alors, est-ce qu'on est là pour partager ou décider? La question, je ne saurais pas répondre, hein, si notre voix va apporter quelque chose. Par contre, il y a lieu d'avoir aujourd'hui une prise de conscience. C'est-à-dire que c'est important, non pas de forcément s'activer en politique, mais d'être active socialement, de pouvoir s'intéresser à ce qui nous entoure, parce que c'est ce qui va faire évoluer. Après, est-ce que je vais voter ou pas? Je ne sais pas. Vous ne savez pas encore. Mais 3 sur 4 vont voter. Le ministre de l'Intérieur va m'envoyer une lettre de remerciement. C'est incroyable. Vous avez tous voté. Est-ce que vous ne considérez pas qu'il y a un désintérêt aujourd'hui des jeunes, comme on l'a vu un peu sur ce micro-trottoir, qu'il y a un désintérêt des jeunes pour la politique? Bon, ce désintérêt existe, plus ou moins. Mais quelles sont les raisons de ce désintérêt? Moi, je dirais qu'aujourd'hui, les jeunes ont d'autres préoccupations. Et je pense qu'ils ne voient pas forcément le lien entre la politique et la façon dont leurs problèmes vont être résolus. Je pense qu'aujourd'hui, pour des jeunes, on en parlait tout à l'heure, des jeunes qui sortent de l'université, leur préoccupation principale, c'est de trouver du travail, c'est pas de s'intéresser à la vie politique du pays. Voilà, je pense que tout le monde est pris par d'autres préoccupations beaucoup plus terre à terre, quotidiennes, par les difficultés de la vie au quotidien. Et la solution, c'est la communication. Je pense que le désintérêt des jeunes, c'est un phénomène mondial. Tous les jeunes commencent à se désintéresser. Ici, de ce que moi je sais en vivant dans la société algéroise, je vois que les jeunes s'intéressent de plus en plus. C'est quoi la raison? Moi, j'explique ça par la communication qui devient de plus en plus ludique. Il y a eu plein de communication, plein d'histoires, de débats autour de la campagne. Par contre, ça serait bien de communiquer toute l'année. Exactement. Et ça commence à donner le fait de parler et dire je pense qu'il y a un intérêt, qu'il y a un engagement, que ça peut créer une sensibilisation et une transformation. Est-ce que les nouveaux métiers que vous exercez peuvent pousser les jeunes à avoir une culture politique, une culture citoyenne? Est-ce que ça contribue ou pas? Les métiers, oui, le social media ne peut que s'ouvrir quand on voit ce qui se passe aujourd'hui à l'étranger, en France notamment avec les élections et la campagne de Mélenchon, notamment, qui a été super digitalisée avec tout ce qui est, il a utilisé vraiment les hologrammes, le social media, Trump aussi, qui a plus été dans l'analyse, on va dire, que Mélenchon, qui est plus dans le show-off de sa campagne. Oui, ça va aider. Après, le problème aujourd'hui des politiques en Algérie, c'est qu'ils font de la politique. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un
discours politique où il n'y a pas d'ouverture, on ne sait pas ce qui se passe dans l'environnement, on ne sait pas ce que ces jeunes-là demandent, personne n'est en train de les écouter. Et ces jeunes-là, en même temps, ne sont pas ouverts non pas à la politique, mais on est plus dans une position un peu individualiste où chacun pense à son confort. Or que c'est la société qui peut faire améliorer les choses. Donc il y a peut-être cette prise de conscience qui devrait se faire au niveau des jeunes et la communication digitale qui, à mon sens, j'ai pas vu grand-chose, je n'ai pas analysé, j'ai pas pris le temps de m'asseoir et de voir ce qui a été fait à part le bad buzz qu'il y a eu sur ce Massaotuk. Mais je me dis que si c'est pas arrivé sur mon écran, c'est que la communication n'était pas et en même temps, ouverte. Il y a moins d'identification. En fait, les jeunes ne s'identifient pas par rapport à la scène politique. Et si on peut arranger cette problématique, je pense qu'ils vont s'intéresser beaucoup plus à la politique. Est-ce que vous ne Il faut qu'ils s'identifient d'abord par rapport à la scène politique et savoir quelles sont la relation entre lui et la scène politique pour pouvoir demain en décider de... Au-delà, avant de s'identifier, je pense qu'il faut déjà prendre conscience. C'est quelque chose que j'ai vécu personnellement, c'est-à-dire, oula, le micro. C'est quelque chose que j'ai vraiment vécu, c'est-à-dire que quand j'étais employée, j'étais dans ma sphère, dans ma bulle, et puis un jour, la bulle a explosé parce que je vais commencer à entreprendre. Et j'ai fait face à la réalité du marché, à la réalité de l'Algérie, à la réalité, je ne parle pas de problème, mais à la réalité, tout simplement. Et donc, avant de pouvoir s'identifier et de dire, je vais voter pour telle ou telle personne, parce que telle ou telle personne a un programme qui me plaît, il faudrait déjà s'éveiller, s'ouvrir et se dire « Ah, mais qu'est-ce que je pourrais moi apporter aussi à la société? Qu'est-ce que je pourrais moi faire pour améliorer les choses ?» Voilà, il y a déjà cette prise de conscience qui va faire que je vais choisir mon candidat en fonction de ce que moi j'ai envie. Et cette prise de conscience n'existe pas encore. La deuxième question, pour qui vous allez voter? Non, c'est une plaisanterie. non. Le vote reste secret et respecté. Merci à vous tous d'être venus, d'avoir répondu à l'invitation de Place au débat. Merci Sarah Nadia Mahchem, vous êtes la cofondatrice de Oxymuse. Merci Agnès Godet, Happiness Officer au sein du groupe Intuition. Merci Amin Ouanes, fondateur de Q Conseil, et Shamsuddin Bezitouni, Head of InHub à Intuition. Merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve comme d'habitude vendredi prochain.